beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir un vendredi à midi ici. Donc, où sont mes feuilles? J'ai oublié mes feuilles. Loïc, je pourrais te demander d'aller dans mon bureau. Vous n'étiez pas là? Oh, on me les a piqués. Sur la table, il y a une fourre. Génial. J'ai oublié mes feuilles. Mais par contre, je peux, sans mes feuilles, vous présenter la personne qu'on a ici. Donc aujourd'hui, enfin, d'abord, je remercie à nouveau les Rencontres 7e Art de nous donner chaque année cette merveilleuse opportunité de recevoir des gens comme Bruno Coulet aujourd'hui. Nous avons eu Alexandre Desplat, Gabriel Yared, Mathieu Chédid et j'en passe. C'est une chance inespérée pour nous de recevoir des personnalités et des artistes de ce calibre-là. Donc merci aux Rencontres de nous offrir cette opportunité-là, d'abord. Et ensuite, alors effectivement, aujourd'hui, on a la chance de recevoir un grand monsieur de la composition de musique de film. Ce monsieur, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Non, c'est un gag. Donc, plus de 200 musiques de films à son actif. Parmi quelques-unes, je peux vous citer Microcosmos, Himalaya, l'enfance d'un chef, Genesis, Brise de Nice, pour faire des rimes, les choristes, et j'en passe. On va un peu passer en revue toutes ces musiques de films. C'est donc un énorme honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Bruno Coulet. C'est peut-être un peu fort, parce que j'ai peur de parler. Alors, ça va? Ok, super. Donc le format sera le suivant. L'idée, c'est d'avoir une discussion entre Bruno Coulet et moi, d'abord. Il y aura une place pour les questions à la fin. Il y aura même, on va vous projeter des petits extraits de musique, de films et d'images, effectivement. Donc voilà, mais vous aurez le droit de poser, enfin vous aurez une place pour poser les questions à la fin, mais dans cette première partie, on va discuter, Bruno Coulet et moi. Et je vais commencer par vous poser la question suivante. Donc on a reçu pas mal de compositeurs de musique de film ici, avec des profils et des formations bien différentes. On a eu Eric Serra qui était totalement autodidacte, on a eu Gabriel Yared qui a une solide formation. Qu'en est-il de vous? Un peu votre parcours Bon, d'abord, je voulais dire que j'étais très heureux d'être là. Hier, la cérémonie d'ouverture du festival, et il s'est dit des choses tellement belles que vraiment, c'est un grand bonheur. Ouais. Ma formation, elle est très compliquée parce que quand j'étais enfant, mes parents jouaient, ma mère jouait du piano. Et donc, j'ai appris le piano, puis le violon. Après, j'ai pris des cours d'écriture. Et pendant mes études, j'ai fait un stage dans un auditorium qui s'appelait Antégore à Paris. C'était un endroit où on croisait des gens. Il y avait Orson Welles, et je devais avoir 18 ans. Et François Reichenbach, qui était un très grand documentariste, notamment sur la musique. Il a fait un film sur Rubinstein qui a eu, je crois, l'Oscar. M'a demandé de lui écrire de la musique pour un de ses films. Et à l'époque, je ne voulais pas du tout faire de la musique de film. C'est vraiment parce qu'enfant, le cinéma, on m'emmenait voir des films pour enfants qui me tombaient des yeux. Et puis, j'avais une idée un peu pure de la musique. Et finalement, en travaillant sur l'image et sur ce premier film, je me suis rendu compte comment c'était passionnant d'essayer de faire vibrer une image, de faire vibrer un film avec le son et la musique. Et donc je me suis passionné pour... à l'époque, on pouvait vraiment, à Paris, découvrir tout Bergman, le cinéma américain, italien. Donc j'ai hanté les salles du quartier latin et je suis devenu cinéphile. Et un peu malgré moi, de film en film...
Maintenant, quand j'arrive pas à m'endormir, je le dis souvent, je compte le nombre de films dont j'ai fait la musique et le sommeil vient. Mais pour l'orchestration, par exemple, je suis complètement autodidacte. À 18 ans, j'ai eu la chance d'avoir des orchestres. C'était complètement inconscient. Donc j'écrivais, j'ai appris comme ça sur le tas. Enfin, appris, on n'apprend jamais. D'ailleurs, là, j'espère que je vais vous dire des choses, en tout cas pas définitives, parce que il n'y a pas de. À chaque film, j'ai l'impression que je recommence et que rien n'est jamais acquis. C'est génial. Rien n'est acquis, ouais. C'est ce qu'on essaie de dire à nos élèves qui tout de suite se voient avec un niveau. Mais c'est vrai qu'on apprend toujours. Et donc, vous avez fait cette rencontre avec François Reichenbach. Et en fait, si on prend un des premiers films, enfin non, parce que vous en aviez fait beaucoup avant, mais un film qui a marqué votre parcours, Microcosmos, comment vous avez abordé l'écriture de la musique dans un film où on voit des insectes, on voit ce monde Oui, d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de films sur la nature, alors que je ne suis pas un fou de... Moi, j'adore la ville, j'aime le béton. Donc, il y a eu une sorte de malentendu. Après, j'ai fait des films de Jacques Perrin sur l'océan, le peuple migrateur, que j'ai adoré faire, mais sans vraiment un goût... Enfin, la campagne, par exemple, près de Paris, la perspective d'y passer une semaine me rendrait absolument dépressif. Donc, Microcosmos, j'ai vu les premières images, c'était tellement extraordinaire que pour moi, je trouvais qu'il y avait un aspect un peu fantastique et que le film, en plus, il n'y avait pas de commentaires, que le film appelait le son et la musique et que la musique aurait un rôle, ferait basculer le film du documentaire à la fiction. Et j'avais en souvenir, en mémoire, mon film préféré, qui est La Nuit du Chasseur, de Charles Laughton. Et il y a une scène, c'est la scène de la barque, où les enfants sont poursuivis par Mitchum, qui est le monstre. Et la petite fille se met tout d'un coup à chanter, c'est incroyable, cette espèce de comptine. Et là, la narration s'arrête, et on a l'impression que tant que la chanson dure, les enfants seront protégés quasiment par la musique du monstre. Donc alors à l'époque, j'avais un fils qui chantait très bien. Il a mué, c'est imbécile depuis, donc j'ai fait plusieurs enfants pour renouveler le cheptel. Et, vous en avez 4, hein? J'en ai 4. Enfin, je crois. Et donc il a chanté c'était vraiment l'introduction du film, ce qui fait que je crois que le spectateur était tout de suite plongé dans un univers un peu fantastique. Parce que la voix d'enfant, pour moi, évoque... c'est peut-être parce que c'est l'âge des premières terreurs. C'est pas une chose jolie, gentillette, mais au contraire, avec la voix d'enfant, on crée du mystère, de l'angoisse même parfois. Et c'est comme ça qu'on a commencé par cette petite comptine de Microcosmos. Ah, donc c'est la première chose que vous avez composée pour Microcosmos? Absolument. Ah, c'est marrant parce que c'est vrai que quand j'en parlais autour de moi ces derniers temps, c'est la chanson qui marque en fait. Cette voix d'enfant, cette petite chanson, oui, elle met une empreinte, alors qu'après, il y a toute cette illustration du monde végétal, etc. Oui, puis on a... Alors si vous aviez vu le studio, c'était invraisemblable parce qu'on avait construit des rhombes, c'est-à-dire des petites planchettes en bois accrochées à des ficelles qui tournoyaient dans l'espace. Donc le studio était jonché de cordes, de tuyaux de gaz. Et j'aime beaucoup, moi, quand un studio n'est pas seulement un studio académique, hermétique, mais s'y passe des choses bizarres. Avec des jouets ou des instruments qui n'ont rien à voir avec l'instrumentarium de l'orchestre. Parce que oui, justement, la question que je me posais en réécoutant cette musique, c'est où se situe la limite entre les instruments, les sons, les bruitages? Est-ce que vous, par exemple, et on va peut-être regarder après la scène des abeilles ou une autre si vous le souhaitez, est-ce que ces sons-là, vous les faites vous-même avec ces objets? Alors, pour les abeilles, le monteur son avait créé une partition formidable.
Et donc, j'ai relevé toutes les hauteurs des abeilles et j'ai écrit une partition pour 5 quintettes à cordes qui étaient spatialisées comme ça dans le studio et qui était faite pour fonctionner avec les sons. Et d'ailleurs, après, quand on a superposé les sons et la musique, on ne savait plus très bien ce qui appartenait au monteur son ou à la musique pure. Et c'est c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Je me suis posé la question, est-ce qu'ils ont fait les bruits d'abeilles avec des instruments ou... Un peu les deux. Ouais. Un peu les deux. On avait mis des choses sur les cordes des instruments. C'était un peu étrange. Est-ce qu'on peut voir cette séquence et l'écouter? Alors, si je me mets là. Ouais. Oui. Ah oui. Depuis, je n'ose plus tuer une abeille. Je suis devenu très respectueux pour les araignées, les bestioles. C'est vraiment magnifique de voir comment le son de l'abeille prend le relais avec la musique, se mélange. Et ouais, c'est très impressionnant. Mais d'ailleurs, alors, si vous êtes d'accord aussi, peut-être qu'on saute à un autre film, parce que ce qui m'intéressait beaucoup, puis on en a parlé avant, c'est de voir comment ça se passe dans un studio quand on enregistre ce genre de choses-là. Et il y a une séquence que vous m'avez transmise pour Genesis avec les araignées. Vous êtes d'accord? Où on voit justement behind the scenes, comment ça se passe dans un studio d'enregistrement pour faire ce genre d'enregistrement. Voilà. Vous verrez d'ailleurs que j'ai piqué les jouets de mes enfants. Voilà. Vous avez quelque chose à dire avant qu'on lance? Non. Ce qui était aussi très intéressant sur cette musique, sur le travail de
de Genesis, on avait fait un peu la même chose sur Microcosmos, c'est d'enregistrer petit à petit la musique du film. Il y avait sans arrêt des strates qui venaient s'ajouter. Et l'intérêt de ça, c'est que on découvre la musique petit à petit et que on voit bien les erreurs, les écueils, ou alors au contraire les bonnes pistes. On avait en mémoire la structure générale de la musique et les différents pupitres, etc. C'est évident que quand on les entend par strates successives, accumulées, entre la percussion, le clavecin, le quatuor à cordes, le grand orchestre, dans le cas de L'amour des araignées, c'est vrai que c'est comme une fleur qui s'épanouit, quoi, quelque chose, on a les yeux de plus en plus écarquillés, parce qu'en plus, même la structure de cette musique, par exemple pour L'amour des araignées, est une structure très évolutive. Une toute petite fois, je sens que celle-là est la bonne. Magnifique. Faut applaudir. La question que je posais à Bruno Coulet pendant que l'extrait passait, c'est donc les musiciens, musiciennes ne voient pas l'image. Non, jamais, parce que sinon ils se mettent à interpréter. C'est ça. Ouais. Et comme moi, je ne veux pas du tout qu'il y ait de psychologie qui débarque de la musique. Donc ils regardent l'image une fois qu'on a enregistré le... Sinon, ils se prennent pour des abeilles ou pour des araignées. C'est pas bon. Donc,
Genesis Microcosmos, c'est donc Claude Ngerisdani et Marie Perrenou. Comment s'est passée la rencontre? Enfin, comment avez-vous Je les ai rencontrés par Jacques Perrin, qui était quelqu'un que j'aimais infiniment, et par Marie-Joseph Fioyotte, qui était une très grande monteuse. Voilà, donc elle m'a présenté. Et puis vraiment, dès que j'ai vu les images, je trouvais ça tellement riche, tellement intéressant, et surtout propice à créer une partition que je me suis lancé là-dedans. Alors, je sais que mon agent de l'époque trouve c'est un peu bizarre que ma passion, c'était un documentaire sur des insectes. Mais voilà, c'est comme ça. Parfois, enfin toujours d'ailleurs, il faut choisir ce qu'on ressent, et plutôt que de faire de la stratégie. Parce que c'est vrai qu'il y a la relation entre le réalisateur ou la réalisatrice et le compositeur, et puis du coup, le courant devait passer entre vous. Le courant passe, mais en fait, le maître, c'est le film. Et parfois, il faut trahir le metteur en scène pour mieux servir le film. Alors pour ça, je suis une sorte de Kofi Annan. J'arrive très bien à à laisser croire aux metteurs en scène, j'espère qu'il n'y a pas de réalisateur qui m'écoute, qu'ils ont raison, mais j'arrive pas par ego, mais parce que je pense que c'est mieux pour le film, à aller contre parfois. Puis parfois, il y a des cinéastes. Alors les meilleurs cinéastes sont ceux qui vous font confiance, enfin vous laissent croire que vous êtes le type idéal de la situation. Ils n'en pensent pas un mot, mais ceux qui quand même vous bombardent de références, qui changent d'avis d'un jour au lendemain, c'est très difficile pour le musicien. Mais maintenant, j'ai un sixième sens qui me fait... dès la première rencontre, je sens ce qui va être un problème pour moi ou pas. Donc j'ai dans une voix intérieure qui me dit « barre-toi, barre-toi, barre-toi ». Mais, et puis, alors, c'est une question qui est très large, puis je pense qu'il n'y a pas de réponse vraiment exhaustive, mais l'inspiration, quand vous voyez ça, vous avez une technique de travail, vous avez une approche? C'est beaucoup la lumière. La lumière, les couleurs, j'associe les tonalités aux couleurs, à la lumière. Il y a des lumières sur lesquelles je serais incapable d'écrire, et d'autres qui, au contraire, me donnent des idées. Mais au départ, j'ai aucune idée. Ça a été d'ailleurs, quand j'ai commencé, j'étais vraiment traumatisé, parce que très souvent, je n'avais pas d'idée. Et j'ai compris que plutôt que s'acharner à essayer d'en trouver une, il valait mieux sortir, aller dans une expo, et que tout d'un coup, un son, un tableau pouvait me ramener à l'idée de la musique. Et là, comme je suis assez paresseux, il faut que dès que j'ai trouvé un semblant d'idée, si tant est que c'est intéressant, je me plonge à fond là-dedans, et je ne laisse pas passer le temps. Et votre technique, après, vous écrivez manuellement? J'écris manuellement. Ouais. Parce qu'en fait, je viens d'une famille nombreuse, très bruyante. Et donc, mes frères et sœurs écoutaient de la pop, ma mère du Haydn. C'est un capharnaüm musical. Donc, j'ai appris à m'isoler dans le bruit. Et donc, à écrire. Je suis vraiment comme emmuré dans le bruit. Alors, c'est un peu plus difficile maintenant en vieillissant. Mais avant, je pouvais même écrire de la musique si quelqu'un jouait à côté. Et donc ça m'a fait gagner. Comme je le disais, je suis paresseux, donc il faut que ça aille vite. Et donc ça me permet d'écrire dans les chambres d'hôtel, dans les trains, partout si j'ai une idée. C'est vrai que c'était l'année passée, sauf erreur, que Randy Kerber était là, et il nous racontait que lui qui a beaucoup travaillé avec John Williams écrit tout à la main sur des partitions, il n'utilise pas de logiciel, d'informatique. Vous, c'est la même chose? Alors moi, je commence à la main, ouais. Et après, je finis sur Sibelius. Et c'est formidable parce que ça évite... je me souviens quand en studio, quand j'ai commencé, il fallait attendre que le copiste vienne, si j'avais envie de changer quelque chose.
Aujourd'hui, si pendant la séance d'enregistrement, il y a un musicien que je trouve épatant, j'ai envie de lui écrire quelque chose. Donc à la pause, je peux très bien lui écrire. Et puis, grâce à Sibelius, on a la partition qui sort automatiquement. Donc ça me fait gagner du temps, mais surtout, ça me permet d'être très réactif et de changer. Parce que parfois, dans sa tête, on a l'impression que ça marche. Et puis quand on entend l'orchestre ou les instrumentistes jouer, on se rend compte qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Alors quand j'étais plus jeune, j'osais rien changer. Et en vieillissant, je pense que c'est important. Et j'aime beaucoup ça. J'aime bien rebondir et que l'enregistrement ne soit pas une chose rigide, fixe et définitive, mais que ce soit encore un seuil pour chercher. Juste précision pour celles et ceux qui ne savent pas, Sibelius, c'est donc un logiciel qui permet de faire une partition informatique. Plutôt, mais le contact du crayon, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même une relation entre la main et le cerveau. J'ai besoin de commencer. C'est bête. Mais enfin maintenant, quand même, j'arrive un peu plus directement à travailler sur le logiciel. Mais quand même, j'ai besoin d'écrire. Alors, je serais curieux, par exemple, si maintenant on fait un petit focus sur le spectre de votre, enfin, des styles que vous abordez dans vos musiques, qui est énorme. Pour Himalaya, l'enfance d'un chef, la musique d'ouverture avec ses chants, ça s'écrit comment? Alors, il se trouve que il y a des chanteurs tibétains, mais il y a aussi des Corses, parce que j'avais travaillé sur le Don Juan de Jacques Weber, et j'avais travaillé avec une polyphonie corse qui s'appelle Affiletta. Et je les aimais tellement que le film d'après, c'était Himalaya. Donc, et Jacques Perrin me dit, mais enfin Bruno, une polyphonie corse pour un film sur le Tibet, vraiment, je lui dis, j'étais un peu à court d'arguments. Et je lui dis, écoute, si c'était une chorale d'Aubervilliers, est-ce que tu me poserais la question? Alors il dit, bon, allez, vas-y. Voilà. Et alors, en fait, en studio, quand on a mêlé les voix tibétaines et corses, les chanteurs eux-mêmes ne savaient plus qui chantait, tellement les timbres étaient proches. Comme quoi, finalement, quand on aime les gens, il y a une sorte de miracle qui s'établit. Et d'ailleurs, je ne voulais pas que les Corses chantent du tibétain. Bah, j'aurais été incapable, d'ailleurs. Donc, j'avais extrait des sonorités du film en tibétain, que j'avais comme ça, totalement arbitrairement montées. Et les Corses ont commencé à chanter un mantra, c'est-à-dire comme une prière en boucle. Et là, j'ai vu que les chanteurs tibétains étaient affolés, parce que malgré moi, j'avais donné du sens à la séquence chantée par les Corses. Je crois qu'ils chantaient en boucle, ce type est complètement barjot. Donc ils m'ont dit non, ils ne peuvent pas. Donc ils ont réécrit du tibétain et les chants, finalement, les Corses ont chanté en tibétain. Il y a ces mantras derrière. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, est-ce que c'est parce que vous avez eu le mandat de composition pour Himalaya, l'enfance d'un chef, que vous vous êtes plongé dans la musique tibétaine, ou c'est quelque chose que vous aviez déjà d'avant? Non, je ne connaissais pas très bien. Donc je me plonge, oui, j'écoute. Mais j'essaie de ne pas faire de la sous-musique tibétaine, quoi. C'est plutôt des impressions, des sensations. Et après, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup travailler avec des musiciens qui viennent d'autres traditions. Par exemple, j'ai fait beaucoup de films de cet Irlandais Tom Moore, ce sont des films d'animation magnifiques. Et là, on travaille avec un groupe de musiciens traditionnels irlandais. Ils ne lisent pas la musique, mais je leur chante les parties ou je leur joue au piano. Et instantanément, ils enregistrent avec, en plus, cette fibre irlandaise, celtique, qui est magnifique. Et avec eux, d'ailleurs, on n'enregistre jamais dans des studios, on enregistre dans des maisons. Et j'aime beaucoup échapper aux studios. J'adore les studios, mais que la musique soit une chose vivante et pas seulement dédiée à un endroit, à un espace, ça m'intéresse beaucoup.
Et je ne suis pas irlandais, mais justement, j'apprends comme ça. Chacun apprend de l'autre. C'est ce que j'attends du cinéma. Et quand vous abordez une musique, un style irlandais ou alors tibétain, vous vous imprégnez, vous écoutez cette musique-là, ou vous faites confiance aux gens, vous leur dites vas-y. Non, j'écoute. J'essaie de ne pas être complètement à côté. Ouais. Mais en même temps, oui, encore une fois, non, je veux que ce soit comme une sorte d'aller et retour entre ces deux traditions. Mais j'écris, puis après on se débrouille. Puis justement, alors vous parliez de Tom Moore, les films d'animation. Dans les films d'animation que vous avez fait, il y en a un qui est magnifique aussi parmi tout cela, c'est Coraline. Coraline, vous avez quelque chose à vous dire avant qu'on écoute un extrait? D'abord, c'est un cinéaste génial, Henri Selick. C'est lui qui avait fait Monsieur Jack. Pas de, c'est quoi le titre français? Je ne sais plus. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et il a entendu Microcosmos, et puis je crois une autre musique, je ne sais plus laquelle. Et donc il m'a demandé d'écrire une musique pour ce film, qui est un film incroyable. Et ça a été très... D'abord, l'animation, pour moi, c'est formidable, parce que le processus est tellement lent que pour une fois, je ne suis pas en retard. Je suis même plutôt en avance. Et donc, je suis très serein. Et donc, avec Henri, c'était une collaboration très, très riche. Voilà, j'écrivais à Paris, je lui envoyais des maquettes. J'avais une réaction instantanée. Puis après, on est allé mixer la musique là-bas. Enfin, c'était une très belle expérience. Donc, vous n'avez pas reçu le film monté intégralement? C'était séquence par séquence? Petit à petit. Oui, sur les films d'animation, on reçoit d'abord une sorte d'animatique. Ce sont des dessins. Et là, il faut essayer d'imaginer la suite. Et puis petit à petit, on voit le film se construire, s'animer. Mais la musique doit être prête avant. Parce que souvent, ils articulent le montage sur le rythme de la musique. Ah, donc ça, c'est vraiment différent. Oui. Ah, oui. Et... Alors, comme j'aime beaucoup les voix, il y a des chanteuses qui chantent une langue inventée pour ne pas donner de sens à ce qu'on voit, parce que j'ai horreur de... Oui, quand la musique guide trop ce qu'on voit sur la séquence et nous prend par la main, ça j'aime pas trop. Donc, les langues inventées, c'est une façon de créer quand même un climat, une langue, et de ne pas chanter la la la, et en même temps de ne pas donner de sens au film. Dans les extraits que vous m'aviez fournis, il y en a un que vous préférez qu'on écoute? Non, il y en a un qui m'intéressait bien, parce que c'est vrai qu'on parle de la palette stylistique, et puis dans le jardin, Garden, il y a cette batterie jazz comme ça. Ça vous va? Très bien. Super. Alors c'est une séquence de Coraline. Welcome back, darling. Hi. So thoughtful of you to send this nice cheddar, Coraline. Cheddar? Oh, the mice beat. Would you go fetch your father? I bet he's hungry as a pumpkin by now. You mean my other father? Your better father, dear. He's out in the garden. But my parents don't have time to garden. Shh, shh. Go on.
your garden, Coraline. Daughter in distress. Tickle no more, you dragon snappers. Well, she says it's time for dinner. Breakfast. Food. Hop on, kiddo. I want to show you something. I can't believe you did this. Mother said you'd like it, for she knows you like the back of her hand. So good. I love dinner breakfast food. Coraline, Mr. Babinski has invited you to come see the jumping mice perform after dinner. Really? Moi, j'ai une question. Dans ce passage, et de manière générale, est-ce que vous laissez des plages d'improvisation aux musiciens qui jouent, par exemple, la ligne de basse, où tout est écrit? Non, je suis un peu tyrannique. J'ai écrit, c'est un très bon bassiste qui joue c'est de la fretless, du stick. Non, parce que non, sur l'interprétation, je laisse vraiment très très libre. Sinon, bon, là encore, on a du temps, mais par exemple, avec des orchestres, il faut aller vite. Donc, pas trop d'improvisation. Et le batteur, vous avez tout écrit ou bien c'est juste marqué? C'est écrit, ouais, c'est écrit. Mais alors là, le batteur est quand même beaucoup plus libre. Il y a des accents. Ouais. Donc, non, je suis pas un dictateur, mais enfin, j'aime bien prévoir à l'avance. Et parce que l'improvisation, après, on accumule des pistes et puis on ne sait plus très bien. Et il vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux prévoir. Alors justement, vous parliez il faut être rapide. J'ai vu dans votre longue discographie, enfin filmographie, qu'il y a des années où vous aviez 6, 7, vous m'avez même dit jusqu'à 10 films, 10 musiques de films. Comment on gère ça? C'est fatigant. Moi, je me souviens d'années où je faisais une dizaine de films avec les orchestrations, et j'ai eu une sorte de lassitude. J'ai arrêté pendant 2 ans. Je ne pouvais plus supporter de voir une image. Donc j'ai arrêté pendant 2 ans, puis après je suis revenu à la musique de film. C'est stressant parce que parfois les projets se croisent, donc on ne sait plus très bien sur quel film on travaille. Et puis il y a une année où j'ai travaillé sur des films avec des serial killers, avec des séances de morgue, de corps mutilés. Il y avait les rivières pourpres. Les films étaient formidables, mais je finissais par être totalement dépressif, quoi. Et donc il était temps d'arrêter un peu. Après, je suis revenu c'est formidable aussi de s'éloigner et de travailler seul, de faire des concerts, et puis de revenir au groupe, au cinéma, de retravailler en équipe. C'est vrai, quand vous avez autant de musique, ça peut même être des fois un peu schizophrénique, enfin d'avoir tellement de pertes de style. Oui, puis alors j'avais plus de dîner serein. J'étais toujours en train de me dire, je suis à la bourre, on enregistre dans 3 jours, et j'ai pas fini d'orchestrer. Donc j'ai appris petit à petit à limiter et à prendre mon temps. Et aujourd'hui, on fait des maquettes formidables, qui sont assez bluffantes, ce qui fait que je peux travailler dès le début du montage, faire des maquettes, les essayer sur l'image, faire même des projections avec la musique maquettée, ce qui fait gagner du temps et ce qui fait que le metteur en scène ne découvre pas sa musique au dernier moment. Quand j'étais, je sais pas, j'avais 20 ans et qu'on avait des orchestres, et le réalisateur, même si je lui jouais au piano, le thème, quand il découvrait les sons de l'orchestre, j'étais terrorisé en me disant, mais là, est-ce qu'il va aimer? Est-ce que aujourd'hui, au moins, ils sont préparés à ce qu'ils vont entendre, ce qui est pour moi un confort. Je suis beaucoup plus serein. Et alors, 2004, les choristes,
Est-ce qu'il y a un avant et un après, ou c'est juste dans une continuité, parce que c'est vrai qu'il y a eu un succès incroyable. Qu'est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Comme je travaillais déjà sur d'autres projets, en fait, je regarde pas tellement ce que j'ai fait en arrière. Les choristes. Alors les choristes, il faut savoir que quand j'étais petit, j'aimais pas le cinéma, mais j'aimais surtout pas les chorales d'enfants. Les chorales, hein, ça me rappelait le patronage. Et c'était pour moi les mercredis après-midi. Enfin, des choses qui me... alors j'ai beaucoup aimé faire le film et finalement écrire ces musiques, ça a été une belle expérience. Bon, bah, après, le distributeur m'envoyait dans des provinces pour présenter le film, et là il y avait les chorales locales qui venaient chanter, et ça a été une épreuve. J'ai arrêté le voilà, mais donc ce qui est bizarre, et c'est mon plus gros succès, en fait, comme quoi parfois il faut aller plus. Mais j'aime beaucoup les chœurs d'enfants, les chœurs de Purcell, Britten, ça c'est merveilleux. Et ça, vous avez eu carte blanche pour la composition de ces chansons, ou vous aviez quand même des lignes? C'était une période où j'étais pas très en forme, donc le metteur en scène Christophe Barretier était très très patient avec moi, parce que vraiment je m'y suis mis au dernier moment. Non, il m'a laissé libre. Alors, il est musicien, donc je lui ai envoyé la partition, il a écrit les paroles, et puis il fallait qu'on enregistre les chansons avant le film pour les synchronismes. Donc ça s'est fait dans un temps très très court, et puis voilà, ça a été un succès dont il faut se méfier. Mais en même temps, ça m'a refait une surface financière, et je peux pas Et puis c'était une très belle expérience. Vous avez eu votre mot à dire pour le choix du chanteur principal? On a fait une sorte de casting, et on est allé à Lyon avec Christophe, et on a entendu ce jeune chanteur Jean-Baptiste, et tout de suite on a vu que non seulement il serait le chanteur, mais l'acteur du film, ce qui a beaucoup, je crois, donné de force au film, que l'acteur soit le réel chanteur. Et on a pris du coup la chorale avec laquelle il chantait, qui après a fait des tournées dans le monde entier. Enfin, voilà, excusez-moi. Et moi, je me souviens que quand les choristes sont sortis, j'habitais un appartement à Paris qui donnait sur une cour d'école, et j'entendais les choristes chanter. Je me dis, mais quel est le crétin qui vient de me déranger comme ça? Alors c'est intéressant, vous disiez avant que vous ne réécoutiez pas vraiment ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas les œuvres que vous avez composées, vous les écoutez pas, non? Juste comme ça. C'est ça. Mais c'est une volonté, ou bien c'est plutôt vous avez tellement travaillé dessus que finalement vous préférez les non, laisser? c'est pas ça. C'est que d'abord j'aime bien avancer, et puis quand je réécoute, je me dis j'aurais dû faire ça, ça c'est pas bien. Donc j'ai pas la. Et en même temps c'est très émouvant. Là je regardais des trucs de Microcosmos, ce sont des petits fragments de vie intenses, parce qu'on vit intensément, et puis on passe à un autre. Donc c'est plutôt l'émotion que ça crée, comme ça, en festival ou en masterclass, de repenser à tout le contexte qui entoure l'écriture et l'enregistrement de la musique. C'est très émouvant. Et bon, le temps avance, on va vous laisser la parole. J'aurais juste encore une question avant de... Malheureusement, j'aimerais bien parler encore des heures avec vous, mais c'est comme ça. Par rapport à la transmission, l'enseignement, c'est quelque chose qui vous parle, ou vous préférez, parce que oui, j'ai d'ailleurs été prof au CNSM, au Conservatoire de Paris, pendant 5 ans, je crois. J'ai aimé beaucoup ça. J'avais des élèves très, très forts. Et malgré tout, en 5 ans, je me demande si ça s'enseigne, la musique de film. Puisque, d'ailleurs, j'ai travaillé avec des rappeurs, j'ai travaillé avec toutes sortes de musiciens, et je me rends compte que la musique de film, peu importe son genre, c'est pas un genre en soi, que plein d'univers peuvent très bien fonctionner. Et j'avais par exemple des élèves, des étudiants
extrêmement doué en orchestration, en écriture, mais qui n'avait pas toujours la bonne relation au film. Et puis je voyais des autodidactes complets réussir des choses avec leurs moyens, mais qui finalement faisaient vibrer le film. C'est autre chose. C'est au-delà de la musique, quoi. La musique de film, c'est sentir que un type d'orchestration ou de musique va enrichir le film comme une voix, comme un personnage, quoi, quelque chose qui n'est pas là pour expliquer, mais qui vit dans le film comme la lumière, comme les couleurs, comme les personnages. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que je ne sais pas si vous avez vu dans le programme, il y aura jeudi prochain une rencontre masterclass avec Nathan Stornetta, qui est aussi un jeune compositeur de musique de film, qui a travaillé avec des élèves de l'école, mais qui ne sont pas du tout en classe de composition, qui apprennent à faire du jazz et puis qui veulent faire musicien de jazz et musique actuelle plus tard. Et ils ont eu pour mission de prendre des petits courts-métrages que la Gaumont a transmis sur le thème de l'espoir et de mettre en musique ces films. Mais très spontanément, en fait. Ils n'ont aucune connaissance. Et Nathan me disait, je l'avais encore ce matin au téléphone, que c'est vraiment surprenant les résultats. Parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Enfin, ils savent ce que c'est que de l'harmonie, improviser, jouer leur instrument. Mais... Ça me rappelle cette histoire avec Duke Ellington, à qui on rendait hommage à la fin de sa vie à Berkeley. Et il est arrivé en cours de magistral. Il écoute le prof qui parle d'une façon extrêmement savante de sa musique. Et il lui dit, mais attendez, c'est de ma musique dont vous me parlez, là bien sûr, mais je suis vraiment un crétin, j'aurais dû aller à l'école. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il il est temps de vous laisser poser quelques questions. Est-ce que vous avez des questions ? Je m'adresse aux responsables. Est-ce qu'il faut qu'on ait un micro pour eux ou pas ? Oui, alors on répétera la question. Donc. Je répète juste la question. Donc, la question est qu'après les grands succès de M. Coulet, par exemple Les Rivières pourpres ou Les choristes, il y a eu des sollicitations pour partir à Hollywood, comme ça a été le cas pour Alexandre Desplat? Oui, mais je sais pas, tout ce qu'on m'a envoyé me plaît. J'avais de la chance en France de travailler sur des films qui m'intéressent. Et puis, je ne suis pas fou du système. C'est-à-dire, quand je travaille aux États-Unis, on me dit, mais vous voulez qui comme orchestrateur ? Alors, je dis, mais je ne veux pas d'orchestrateur. Moi, ce qui m'amuse, c'est de faire moi-même. Mais vous savez qu'on a les moyens de vous payer un orchestrateur. Enfin, ce travail comme ça, comment dire, un peu standardisé, je crois, me convient pas. Moi, je continue à être une sorte d'artisan. Et le rapport au studio... avec les studios, moi j'ai peur que j'ai toujours eu peur que ça me bloque. Et comme j'étais heureux ici en Europe, ça m'a pas. Bon, j'ai un agent américain. J'ai fait plusieurs choses, mais qui, à part Coraline ou le dernier film d'Henri Selick, rien ne m'a vraiment passionné, quoi. Comment trouvez-vous le son physiquement qui se rapproche le plus de ce que vous pensez ? Oui, c'est intéressant. C'est en fait tout le problème du compositeur, quoi. C'est très subjectif. Par exemple, même pour l'orchestration, parfois je sens... c'est presque une relation au toucher. Je me dis que tel instrument avec tel instrument va donner une couleur comme ça. C'est un peu inconscient. Et effectivement, la difficulté, c'est d'écrire, de rendre compte du son musical qu'on a en tête, de voir, parce qu'il est beaucoup plus riche.
Donc il faut après trouver une sorte d'amalgame, d'instrumentation, pour rendre compte de ce qu'on a en tête. Mais je crois qu'avec le savoir-faire, l'habitude, l'oreille intérieure, je ne sais pas s'il y a des compositeurs ici, c'est le plus important. C'est-à-dire d'imaginer le son et après essayer de le retrouver. Oui, c'est une très bonne... C'est une question qui me préoccupe toujours. Ouais. Donc la question est, est-ce que des fois il arrive que la composition intervienne avant que le montage soit fait? Oui, ça m'intervient. Alors ça m'arrive quand la musique est nécessaire au tournage. Ou alors j'avais fait aussi un concerto pour violon que le réalisateur faisait écouter aux techniciens. Mais moi, ça m'arrive, mais j'aime vraiment voir la lumière, voir les premiers éléments de l'image. Parce que, par exemple, sur le scénario, j'ai une idée, à moins de connaître bien le cinéaste, une idée assez fausse de ce que sera le film. Sur le scénario, on est réduit au dialogue, à la narration, mais on ne voit pas ce qui fait toute la richesse de l'image. Et comme je lis fortement la tonalité ou l'orchestration à l'image, aux lumières, à la façon dont les mouvements de caméra se font. La difficulté, par exemple, dans la musique de film, c'est de savoir où commencer une musique et où la finir. Sans qu'on se dise la musique est en train de débarquer. Donc, parfois, par exemple, un petit mouvement de caméra on peut profiter de ça pour commencer une plage musicale. Comme ça, le spectateur est attiré par ce mouvement et ne sent pas trop le début de la musique. Et c'est la même chose pour en sortir. Ou un bruit, quelque chose qui détourne l'attention du spectateur de l'entrée de la musique. Est-ce que vous vous sentez plus libre pour composer la musique des génériques, puisque vous ne pouvez pas vous adapter à un rythme, à des images? Oui, d'ailleurs, je regrette que avant, les génériques début étaient formidables. Il y avait vraiment, c'était des petits films dans le film, et ça laissait une place formidable à la musique. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans Coraline, le générique fin est une musique qui n'apparaît pas du tout dans le film et qui est assez libre. Et je crois qu'est la musique dont les gens se souviennent le plus de la musique du film. Oui, le générique début, c'est dommage qu'aujourd'hui, c'est très court, il y a très peu de place. Et c'est dommage parce qu'avec la musique, je pense qu'on gagne pas mal de temps sur le climat du film. La musique installe un climat et donc le spectateur est déjà, est déjà dans cet univers et le film gagne, je trouve, c'est difficile à exprimer, mais le film y gagne, je trouve, ouais. Peut-être une dernière question. Vous avez parlé de vos parents et puis de personnes, mais vous avez assez peu parlé de vos références. Et puis plus généralement, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Alors la question est quelles sont les influences et qu'est-ce que écoute Monsieur Bruno Coulet? Beaucoup de musique classique quand même. Ma mère jouait j'étais assez sage, disons de Bach à Debussy au maximum, mais beaucoup de musique classique. Après, beaucoup de musique contemporaine, Ligeti, beaucoup de jazz, beaucoup de musique traditionnelle, en fait, et même de la pop. J'ai travaillé avec Nick Cave, avec Robert Wyatt. La musique m'intéresse pas seulement pour son genre, son style, mais pour
pour sa variété, sa richesse. Je ne fais pas de hiérarchie entre les genres. Mais oui, Purcell, un compositeur que je trouve extrêmement moderne aujourd'hui. Oui, j'écoute tout ce qui me tombe, tout ce que j'ai, c'est très aléatoire, mais j'écoute toutes sortes de musique. Génial. Bon, eh ben, alors malheureusement, nous arrivons au terme de cette rencontre qui, pour ma part, a été vraiment passionnante et je tiens vraiment à remercier très chaleureusement Monsieur Bruno Coulet. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Et merci pour les questions et cette préparation. Merci.